Bon, on va commencer tranquillement. Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au dialogue Vitam. L'intitulé de notre dialogue, c'est comment les personnes aînées voient-elles et vivent-elles la participation sociale? C'est un regard croisé sur l'expérience des baby boomers. Mon nom, c'est Atem Larossi. Je suis le modérateur de ce dialogue et je suis un coprésident du comité étudiant du Centre de recherche VITAM. Donc, VITAM et l'Université Laval à Québec, le CIUS de la capitale nationale, se situent sur des territoires traditionnels non cédés du Huron-Wendat et Wabanaki. Nous tenons à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Les dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec et affilié à l'Université Laval et au CEUS de la capitale nationale. Ces dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens et citoyennes, des organismes communautaires, des acteurs et des actrices du réseau de la santé et des services sociaux, les chercheurs et les chercheuses, et les étudiants et les étudiantes. Elles ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable à partir de la recherche et pour servir les usagers et les usagères et les citoyens et citoyennes. Je tiens à souligner la contribution de la direction d'enseignement et des affaires universitaires de CIUS de la capitale nationale pour l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services sociaux de CIUS de la capitale nationale. Nous remercions pour leur précieux soutien. Avant de passer la parole à notre animateur et aux panélistes du dialogue d'aujourd'hui, voici quelques rappels. Officiellement, la durée de l'activité est d'une heure, c'est-à-dire jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que l'activité sera enregistrée et diffusée en ligne. Tous les micros et les caméras seront désactivés pour la première partie d'échange et pourront être activés lors de la deuxième partie. Pendant celle-ci, vous êtes invité à lever le main et nous prendrons les interventions une à la fois. Quand on vous aura accordé la parole, vous serez invité à ouvrir votre caméra et votre micro pour partager votre intervention. À tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou vos commentaires. Une attestation de participation sera émise aux participants qui auront complété le formulaire d'évaluation et le lien sera transmis à la fin de cette activité. Il ne sera pas transmis par courriel par la suite. Donc, sans plus attendre, je vous présente maintenant notre animateur, Éric Gagnon, qui est un chercheur à Vitam, Centre de recherche en santé durable de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale. Donc, je laisse maintenant la parole à Eric. Bon dialogue. Merci à Thème. Bonjour tout le monde. Le dialogue d'aujourd'hui a pour objectif de nous aider à mieux comprendre ce qu'est la participation sociale, à en comprendre son importance, à en découvrir les multiples formes, particulièrement chez les aînés au Québec, et d'identifier ce qui freine ou favorise cette participation sociale. Nous avons, pour en discuter aujourd'hui, nous avons invité 4 personnes. D'abord, Madame Maria Dolores Mayon Valpuesta, qui est stagiaire postdoctorale au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke et à la Faculté de psychologie de l'Université de Séville. Bonjour, Madame. Madame Émilie Raymond, professeure titulaire à l'Université Laval, chercheuse régulière à Vitam et au Centre interdisciplinaire de recherche en intégration et en réadaptation sociale. Madame Isabelle Côté, citoyenne partenaire à Vitam. Et Madame Réjeanne Audette, présidente des retraités flyés de la région de Québec. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Commençons d'abord par qu'est-ce que la participation sociale? Et je m'adresse à toi, Émilie, en premier. Peux-tu nous
dire ce qu'est la participation sociale. Merci beaucoup, Éric. Merci à Vitam de me donner cette occasion-là de parler de participation sociale, particulièrement avec des personnes principalement concernées, donc Isabelle et Réjeanne, qui vont pouvoir nous partager leur expérience en la matière. D'entrée de jeu, je voulais rappeler, je pense que c'est important de le faire, que le thème de la participation sociale, on en parle beaucoup quand on parle du vieillissement, mais c'est un objet qui est récent, donc qui est apparu à peu près au début des années 2000. C'est là qu'on a commencé à parler du thème de la participation sociale des personnes aînées. C'est apparu dans le contexte donc d'une préoccupation accrue à l'égard du vieillissement démographique. Puis on a souhaité, de la part des États, des chercheurs, à trouver des manières de transformer notre rapport au vieillissement. Donc, c'est un objet assez récent qui s'est caractérisé depuis son apparition par une grande diversité sur le plan des définitions de la participation sociale. Donc, si on se met à chercher là, ce que ça veut dire la participation sociale, on va vite être confronté avec une grande diversité de définitions, des contenus qui peuvent être même contradictoires les uns avec les autres. Puis ça dresse des portraits ou des territoires de participation sur lesquels on peut être soit inclus. Par exemple, une définition qui est centrée sur le bénévolat pourrait inclure les personnes qui sont donc bénévoles et exclure celles qui ne le sont pas. Donc, c'est un enjeu quand on veut définir la participation sociale que les caractéristiques qu'on va lui donner, les limites, les frontières, etc. Dans le cadre de mes propres travaux, j'en suis venue, après quelques années de tergiversation, à adopter une définition qui me semble assez inclusive de la participation sociale, qui est celle que propose le modèle de développement humain, processus de production du handicap, qui nous dit que la participation sociale, en fait, c'est la possibilité pour les personnes d'actualiser leurs habitudes de vie, particulièrement sur le plan des rôles sociaux. Donc, des rôles sociaux de leur choix, les rôles qui sont importants, notamment relativement au travail, à la vie associative, aux relations interpersonnelles, aux différentes responsabilités, etc. Et puis que cette possibilité-là de jouer pleinement ces rôles sociaux, eh bien, elle est influencée à la fois par des facteurs personnels, individuels, comme par exemple l'histoire de vie, les conditions économiques, les préférences, mais aussi par des facteurs d'ordre collectif, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux qui vont influencer la possibilité pour les personnes de réaliser ces mêmes rôles sociaux-là. Donc, ça permet, cette définition-là, d'être inclusive des différentes activités qui sont menées par les personnes et aussi de considérer que la participation sociale en vieillissant n'est pas juste une responsabilité ou un choix individuel. Donc, les possibilités des personnes en matière de participation vont être grandement influencées par leurs conditions de vie, hein, l'endroit où elles habitent, les possibilités pour elles d'avoir accès au milieu de participation sociale sur le plan de l'accessibilité, l'accueil qui leur est réservé dans les espaces participatifs, etc. Donc, voici là, une première approche là, du thème de la participation sociale. Merci, Émilie. Dolores, tu vois ça comme ça, la participation sociale? Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Bah, c'est difficile d'incorporer quelque chose de nouvel à la définition qu'a donnée Émilie, mais je voudrais incorporer une définition on travaille avec cette définition de la professeure Mélanie Levarsey, collaborateur sur la participation sociale, comme Émilie dit, avec l'intention d'avoir une définition la plus inclusive possible. Cette définition, c'est l'implication d'une personne dans des activités qui lui procurent des interactions avec les autres dans la vie communautaire et dans les milieux partagés et importants. Et on bouleverse le temps, les ressources disponibles en fonction de son contexte sociétal, comme Émilie a dit. Et quelque chose qui est important, c'est qui est désiré et significant pour la personne. Et je voudrais souligner aussi la diversité, comme Émilie a dit, la diversité des formes de participation des personnes âgées dans les espaces formels, informels, avec un changement communautaire ou des relations individuelles. Donc, par exemple, quand on écoutait des personnes âgées parlant sur la participation sociale,
ont vu des activités ayant de l'engagement civique dans une organisation bénévole ou politique ou des activités d'interaction ou de soins avec la famille, des voisins ou une activité professionnelle. C'est ça, qu'est-ce que je peux dire de la participation, mais j'attends écouter la réflexion d'Isabelle et de Régent. Oui, merci de Lorette. Tu dis donc quelque chose de choisi, quelque chose de signifiant, puis des pratiques très diversifiées, justement. Réjeanne, peux-tu nous donner un peu une idée de ce que c'est que cette diversité, ces formes de participation chez les aînés et peut-être leur transformation ces dernières années? Oui, parce que moi, quand j'ai pris ma retraite, alors vers le début des années 2000, alors j'étais enseignante en Gaspésie, j'ai décidé de venir prendre ma retraite à Québec. Gros changement. Et je suis arrivée ici, puis les gens parlaient beaucoup à l'époque de liberté 55. Hein, c'était, je veux dire, à atteindre. Et finalement, les gens partaient en voyage. Et moi, j'ai joint à ce moment-là les retraités flyés. Et les retraités flyés, c'est un regroupement qui était voué à aller en Amérique du Sud, aller en Afrique, aller même en Asie pour faire de l'aide humanitaire. Alors ça, c'était vraiment là, dans le ton, on va aider d'autres populations à bien vivre, etc. Par contre, quand il y a eu la pandémie, on sait qu'il y a eu des conditions socio-économiques qui ont changé et on est rentrés tous chez nous. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les retraités qui partaient, ils ne partaient plus. Alors, ils sont restés chez eux. Et là, après 2-3 ans, quand ils sont ressortis, quand on les a accueillis à nouveau, là, ils ont dit, non, nous autres, on ne part plus. Il y a beaucoup de contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de l'aide humanitaire chez nous, s'aider entre nous. Et c'est comme si le discours était devenu, comment je dirais ça, une sorte d'aide humanitaire chez nous, entre nous, pour se donner, des conseils, il faut l'expliquer autrement. C'est peut-être, j'ai une expérience de vie, je la partage avec toi et tous les deux ensemble, peut-être qu'on va découvrir des voies de passage. Et en tout cas, ça m'interpelle beaucoup. Et là, je continue avec mes retraités. C'est pas les miens, mais on est tous ensemble. Et finalement, je pense que c'est ça. On est devenus des acteurs de notre propre développement. Alors, voilà. Merci, Réjeanne. Isabelle, peux-tu nous donner un autre aperçu aussi de ce que ça peut être la participation sociale chez les aînés? Oui, et j'apprécie déjà d'avoir entendu les 3 autres collègues parce que la table est mise et toute la question des rôles sociaux, ça m'a amené justement à comme réfléchir dans mon environnement social le type d'engagement qui était présent. Et entre autres, je vais vous en énumérer quelques-uns, dont l'entraide d'aînés versus autres aînés. C'est-à-dire que je suis toujours touchée par les gens de 80-85 ans qui accompagnent covoiturage ou encore visite médicale ou autre, des aînés qui ont 88, 90, 95 ans. Je suis aussi personnellement, et j'en vois d'autres, touchée par l'appui aussi des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants pour tant le gardiennage, l'accompagnement dans des activités sportives, ou si un ou l'autre est malade. C'est quelque chose qui se passe souvent, entre autres quand il y a des grèves, et il y en a eu dernièrement. Alors, c'est apprécié. Et quand on parle, tantôt, Émilie mentionnait la question de l'importance des rôles sociaux, ça se perpétue. Et je vois des gens aussi qui sont impliqués à Michel Sarrazin, à l'Albatros, qui sont impliqués dans les cuisines collectives, qui sont impliqués aussi au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul et même Moisson Québec. Alors, il y a différentes formes d'engagement et quelqu'un, je pense, je ne sais pas si c'était Émilie ou Dolores, qui parlait que c'est choisi aussi. Et des fois, quand tu es à la retraite, tu peux justement choisir ou la vie te choisit aussi dans tes engagements. Alors, je trouve que c'est quelque chose aussi, la vie ne s'arrête pas après avoir pris une retraite. Et aussi, il y a beaucoup d'autres groupes de gens qui font un engagement social, une participation sociale bien importante dans les autres strates d'âge aussi. Et toi, Isabelle, tes formes de participation sociale sont lesquelles? Je parlerai tout à l'heure de la question de Vitam, parce que pour moi, ça me touche beaucoup.
mais mon engagement plus personnel est envers, entre autres, mes petits-enfants. Et ça a été pour moi des choix de vie. Quand j'étais active au niveau de ma profession comme maman, ça passait en priorité, même si ma vie professionnelle a été quand même très nourrissante. Mais ça se continue. Et je parlais tantôt comment la participation aussi inclusive, parce que j'ai entendu ce mot-là dans la participation qu'Émilie, la définition qu'Émilie donnait. Je pourrais en parler plus au niveau de tout à l'heure, au niveau de Vital. D'accord? Merci Isabelle. Oui, on y reviendra. On parle de participation sociale, mais pourquoi justement parle-t-on aujourd'hui de participation sociale? Pourquoi c'est important? En quoi c'est bénéfique? Pourquoi faut-il la favoriser? Ça semble peut-être évident, mais ça ne l'est pas. Je m'adresserai d'abord à toi, Émilie. De manière générale, pourquoi s'intéresser à la participation sociale comme tu le fais? Pourquoi est-ce important la participation sociale en général et chez les aînés en particulier? Non, je faisais du mime, excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Merci Eric pour ta question. Donc, je vais m'intéresser dans un premier temps à la première partie de ta question qui est pourquoi s'intéresser à la participation sociale. Je pense que c'est une question très importante parce que la participation sociale occupe tellement de place dans les discours sur les vieillissements, notamment les politiques sociales, qu'on a l'impression que ça va de soi de parler de participation sociale. Puis souvent, on ne prend pas le temps de problématiser, c'est-à-dire de se questionner sur pourquoi on en parle, puis qu'est-ce qu'elle veut dire, cette notion-là de participation sociale. Donc, c'est important de voir que son émergence au début des années 2000 coïncide avec le début de l'intérêt des gouvernements nationaux, etc., par rapport au vieillissement démographique. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait par rapport au vieillissement, comment on fait en sorte donc de valoriser la présence des personnes aînées dans la société. Sont apparus les discours sur la participation sociale. Puis c'est important de chercher à comprendre leur place, justement, socialement. Bien entendu, je suis tout à fait favorable à la participation sociale, mais je pense qu'il faut faire attention quand elle prend des airs parfois de pression participative. Hein. Parfois, on a l'impression qu'on est presque avec des discours de conscription, que loin de la participation et de ce qu'elle veut dire selon ce dont on parle, point de salut. Donc, tout à l'heure, Réjeanne et Isabelle ont vraiment bien expliqué un point central pour moi dans notre intérêt à l'égard de la participation. Il faut qu'elle soit choisie, cette participation sociale-là. Il faut que les conditions dans lesquelles les personnes sont leur permettent d'actualiser donc les rôles sociaux de leur choix sans vivre de pression, hein, la pression, la prescription participative, comme parfois je l'appelle. Aussi, quand on parle de la définition de la participation, il faut être attentif à ce qu'elle veut dire. Dans plusieurs politiques sociales au Québec, on a fait référence en parlant de participation à 3 rôles principaux. Poursuivre les activités de travail salarié, être proche aidant et être bénévole. Alors qu'on le voit dans les expériences d'Isabelle et Réjeanne, il y a toutes sortes de façons de participer socialement. Donc, c'est important de ne pas contraindre, de ne pas restreindre l'espace, le territoire de la participation sociale à certaines activités qui semblent plus contributif, n'est-ce pas, socialement, qu'on peut chiffrer même en termes économiques. Il faut aussi se préoccuper de l'accès à la participation. La participation, c'est plus que si on veut, on peut. Certaines personnes vivent des inégalités sociales qui vont faire en sorte que leur accès au milieu de participation de leur choix sont limités. Alors, je pense que je m'arrêterai là-dessus, Éric. Je reviendrai à la deuxième partie de ta question aux besoins, mais c'est pour ça qu'il me semble vraiment important là, de jeter un regard un peu critique sur le terme de la participation sociale. Oui, mais merci, Émilie, pour ces remarques-là. Je me tourne vers toi. Alors, Isabelle, tantôt, on parlait d'une activité significative. Tes engagements, toi, en quoi ils sont pour toi significatifs? Qu'est-ce que ça t'apporte, ces engagements-là, cette participation-là? Alors, moi, je suis de la QV 51 des baby boom. Alors, à partir de ça, quand j'ai pris ma retraite, et comme le disait Réjeanne,
on a la chance, si on est dans le réseau public ou parapublic, de prendre notre retraite assez tôt. Alors, moi, à un moment donné, on m'a interpellée par rapport à un centre de recherche, une implication d'un centre de recherche qui s'appelle maintenant Vitam, mais que je ne connaissais pas. Et là, j'ai réfléchi à tout ça et je l'ai choisi, Vitam, parce que ça correspondait à mes valeurs personnelles et professionnelles dans mon engagement en travail social pendant 35 ans dans le réseau. Et aussi que j'avais comme le goût de comprendre comment ce centre de recherche-là faisait appel à nous-mêmes pour des activités de gouvernance. Alors, j'ai été 6 ans sur le bureau de direction avec un autre citoyen. Ça fait maintenant 7 ans que je suis impliquée et j'ai vu que ce n'était pas des paroles en l'air, que toute la question de la valorisation de la participation citoyenne, de l'accueil, je dirais, vraiment pas bienveillant, mais l'ouverture, la compréhension aussi. Autant j'avais à apprendre, moi, que je ne suis pas une auxiliaire de recherche, je ne suis pas une chercheuse, je suis une citoyenne partenaire. Et les chercheurs et les autres doivent aussi apprendre qu'est-ce que c'est cette bébête-là de citoyens qui s'impliquent. Et on est plusieurs, et pas juste des retraités, là. Et c'est significatif parce qu'on travaille avec et pour la population. Et donc, c'est intéressant de voir que ça peut s'incarner dans des projets de co-construction en recherche. La table est mise à ce moment-là pour un projet de recherche et on a travaillé du début, tant que ce n'est pas financé, on peut aussi participer pendant que c'est financé, mais c'est intéressant de voir alors le développement et notre contribution dans notre savoir d'expérience à la fois personnelle et professionnelle. Et on a aussi le choix, et ce mot-là, vraiment choisir notre engagement, c'est donc important, dans la limite aussi, parce qu'on en a des limites. Moi, je tiens ma vie aussi sociale et autres. C'est de choisir les activités qu'on veut faire. Et je dis un grand merci à Teams fait à Zoom pendant la pandémie parce que ça nous a permis de rester en contact aussi, un contact quasiment humain avec des personnes jeunes, moins jeunes, qui participent à ces projets de recherche-là par le biais d'Internet. Et ce que je regarde aussi, moi, j'ai pu aussi commencer à faire partie de comités comme Dialogue, justement, comme aussi EDI là, pour l'équité, la diversité et l'inclusion, et aussi contribuer. Actuellement, je contribue à trois recherches dans la mesure de mes capacités et de mon temps de participation, comme vieillir en santé. Je suis à l'âge où je suis capable d'exprimer des choses là-dessus. Et aussi la santé des femmes qui ont peu ou pas accès à des services de santé, dont les femmes immigrantes, et aussi les services de proximité. Mais ça ne me demande pas le tant de temps que ça. Et je donne ce que je peux donner et on m'accepte comme je suis et comme aussi, moi, j'accepte aussi les styles des chercheurs, des professionnels de recherche et autres. Donc, c'est vivifiant et le sentiment d'utilité prend toute son importance et de valorisation d'être dans un milieu accueillant. Alors, je ne vais pas plus loin, mais je pense que vous comprenez que je trouve ça bien intéressant. Merci. Sentiment d'utilité, je pense que cette notion-là d'utilité, Dolores, ça évoque chez toi plusieurs choses. Oui, merci Isabelle, parce que en ce qui concerne les commentaires d'Isabelle, les collègues de données effectués au Québec révélé que un aspect clé pour la participation sociale, c'est les sentiments d'utilité. Mais en même temps que les personnes n'ont pas de ce sentiment d'utilité, il y a un questionnement de l'utilitarisme, lié à un modèle productiviste de système capitaliste, comme Émilie a parlé avant. Donc, c'est un sentiment, c'est de se sentir connecté au monde, ce sentiment d'utilité. Et c'est se sentir demandé. Mais quand on dit demander, dit faire part d'un groupe. Et aussi se sentir respecté, valorisé. Quand les personnes se sentent comme ça, existent dans la société.
Donc, on a parlé avec Isabelle et Régent quelques jours avant sur l'importance de démontrer les préjudices sur les personnes âgées. Donc, avec cet espace dans la société, c'est une manière de démonter ces préjudices. Et aussi, la participation sociale encourage à jouer un rôle dans la société. Et comme la professeure Isabelle Marchand dit, la participation est un paramètre clé de la citoyenneté. Donc, il y a beaucoup de nombreuses études qui montrent l'impact de la participation sociale sur le bien-être psychique, social, émotionnel, pour maintenir les fonctions cognitives. Mais on doit donner l'importance à ce paramètre de la citoyenneté et aussi à l'importance de la responsabilité de les personnes aînées respect de la communauté. Il y a un intérêt, comme Isabelle a parlé, un intérêt pour l'impact sur la vie des autres, pour la communauté. Il y a comme une responsabilité sur ça, comme citoyen. Et finalement, aussi quand on a parlé, on écoutait les personnes aînées, il y a une nécessité, une besoin de sortir de la zone de confort, de cohabiter, de générer des choses en groupe, comme Régent a parlé avant, non? Et aussi de la satisfaction personnelle. Donc, ça, je pense que pour cette idée clé, je pense qu'ils sont très importants pour la motivation et en lien avec les bénéfices de la participation sociale. Merci Dolores. C'est beaucoup de choses. Hein. Pouvoir jouer ses rôles, être citoyen à part entière, être reconnu, être valorisé, respecté pour ce qu'on sait faire, pour ce qu'on fait. Réjeanne, de ton côté, dans tes engagements, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Bon, mais avant de dire qu'est-ce que ça m'apporte maintenant, moi, quand j'étais en Gaspésie, c'est sûr que j'avais une carrière d'enseignante. Quand j'ai terminé, j'étais impliquée dans beaucoup de choses chez nous, puis je connaissais les rouages, puis on peut dire que quand on est enseignant, tout le monde nous connaît, alors c'était très agréable. Quand je suis déménagée à Québec, je suis devenue une immigrante dans ma province. Alors, je suis arrivée à Québec et il fallait que j'apprenne c'était différent. Il fallait que j'apprenne les rouages et tout ça. Alors, au lieu de donner, j'ai commencé par glaner. Aller chercher qu'est-ce que j'avais besoin, différents groupes, reconnaître qu'est-ce qui pouvait entrer dans mes façons de voir pour aider et tout ça. Et là, en arrivant comme dans les retraités flyés, entre autres, c'est que j'ai constaté que les gens faisaient leur aide humanitaire un peu comme ici à Québec. Ça a changé ça un peu, là. Ils faisaient ici en aidant comme des personnes immigrantes et tout ça. Moi, me considérant un peu comme immigrante, je commençais à comprendre beaucoup qu'est-ce que c'est avant de s'impliquer, il faut avoir une connaissance du milieu, être accepté, être bon. Et par la suite, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va finir par s'impliquer puis reconnaître avec les gens qu'on côtoie, mais des similitudes, puis de besoins et tout ça. Alors, donner, oui, c'est important, mais aller chercher, par exemple, j'allais dire s'apprivoiser, c'est des façons aussi de bénévolat. Et l'implication sociale permet ça, parce que des fois aussi, on change de cursus. Moi, j'étais enseignante, j'ai été faire une maîtrise en études des pratiques psychosociales. Là, je fais la farce, j'aimais l'école, mais pas par juste que j'aimais l'école, c'était surtout aussi peut-être de changer un peu, puis de m'accompagner d'abord, puis peut-être penser à accompagner d'autres personnes. Alors voilà, on change avec le temps et on cherche ce qui est le mieux, et pour soi, et peut-être de temps en temps pour les autres. Donc, ça permet de découvrir son milieu quand on y arrive, ça permet de s'y insérer, s'y intégrer. Puis je comprends que la condition, vous y étiez revenu en autant que ça soit choisi, en autant aussi qu'on soit accueilli là-dedans, ça pose la question de ce qui freine ou ce qui favorise la participation sociale en général, puis des aînés en particulier. Isabelle, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui favorise la participation sociale, l'engagement des personnes aînées? Tout à l'heure, Émilie a quand même mentionné que, dépendamment des conditions aussi dans lesquelles les personnes sont, il y a des personnes qui n'ont pas la santé pour s'investir autant ou n'ont pas nécessairement, pour différentes raisons, de possibilité de le faire. Mais je pense, je vais y aller de façon peut-être plus critique au niveau des fois de notre gouvernement.
il y a un manque de reconnaissance de participation sociale. Je veux dire peut-être qu'il y a un manque et tantôt j'ai appris par le biais de ce que Émilie disait, que c'est récent des recherches qui se font sur ce concept-là de participation sociale. Donc, parce qu'il y a un manque de reconnaissance et qui va faire qu'à un moment donné, toutes les espèces d'impacts sociaux et même des impacts économiques que l'engagement social peut offrir si on prend le temps de vouloir le découvrir, ça peut comme influencer positivement aussi la perception que la population a envers, mettons, des retraités boomers, mettons, qui ont spécialement beaucoup de temps et qui ne s'engagent peut-être pas assez ou les gens ne savent pas. Donc, cette reconnaissance-là passe aussi par des actions une bonne volonté du gouvernement de faire connaître cette importance-là. Et je pense que aussi de comprendre aussi que de s'engager, c'est de donner, mais en donnant, on s'enrichit aussi, comme le disait Réjeanne. Alors, pour moi, c'est des fins qui sont plus personnelles des fois, mais des fins aussi qui peuvent être de l'ordre du gouvernement. Et je dirais que pendant la pandémie, on a vu sous le vocable de vouloir protéger les aînés, on les a à un moment donné surprotégés et tombés dans le piège que je dirais même du paternalisme. Donc, à partir de ça, il y a des aînés qui se sont sentis sur une voie d'évitement. Alors, il faut faire attention parce que les messages qu'on envoie, que ce soit de la population comme telle, mais de la gouvernance aussi, c'est important de comme vraiment y réfléchir et essayer d'y aller dans un sens justement d'accueil, de gratification, de valorisation de cette participation sociale-là. Merci Isabelle. Toi, Réjeanne, de ton côté, tu as vécu ça aussi, une forme d'agisme ou de paternalisme qui freine l'engagement, peut-être, ou décourage l'engagement? Ben, ça peut décourager vraiment l'engagement parce que moi, ça me fait un peu sourire parce que là, on est la première génération, les boomers, là, à avoir eu autant de conditions sociales qui nous ont permis d'avoir une belle carrière puis souvent une belle retraite. Mais ça n'a pas été, ça s'est gagné, ça, là, par la force de sortir dans la rue puis de faire des demandes et tout ça. Alors, Isabelle vient de le dire, on a été peut-être un petit peu obligés de rentrer chez nous lors de la pandémie, mais là, on veut ressortir. On veut dire haut et fort qu'on a encore des besoins. Puis même si on est une génération qui ont eu beaucoup, par contre, on veut redonner beaucoup. Mais il faut se mettre dans la tête, par exemple, qu'il y a des conditions socio-économiques qui font que ce n'est pas tout le monde qui peut s'impliquer comme personne bénévole. Parce qu'il faut bien dire ceci. Oui, il y a des conditions de santé et tout ça, mais il y a les conditions aussi. Moi, si j'ai une expertise, c'est sûr que je vais devenir une super bénévole, je vais être recherchée partout. Par contre, si j'ai eu un emploi qui était comme un emploi de service ou des choses comme celle-là, je ne suis peut-être pas si recherchée que ça. Alors moi, ce que je rêve, c'est que toute personne qui a qui a eu un vécu professionnel ou que pour différentes raisons qui a été obligée peut-être de prendre un petit peu les voies d'évitement, peut être utile, très utile quand même. C'est d'autres façons de voir ça. Alors, moi, ce que j'aime voir, c'est la diversité des vécus. Puis nous, les bébés boomers, là, on ne s'est pas sauvé avec le coffre. Là. On veut rester là, on veut aider. Puis là, d'autant plus qu'on n'est pas sûr de la suite. Là. Moi, ça me fait rire dans mon groupe. Là. Il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a les personnes qui ont une famille, puis il y a des femmes qui disent, ah, moi, je n'ai pas eu d'enfant. Qui va prendre soin de moi dans mon grand âge? Je regrette. J'ai des enfants, ils sont très gentils, des petits-enfants, toutes les qualités possibles. Mais il y a une chose, par exemple, ils ne pourront pas plus, en fait, agrémenter ou améliorer ma vie si moi, je ne le fais pas. Alors, on est tous égaux là-dedans. Alors, moi, je pense que la solidarité entre nous, puis reprendre la force qu'on a toujours, alors de le faire en confrérie pour s'aider, mais moi, je pense que c'est la voie de l'avenir parce que Isabelle en a parlé tantôt. Nos gouvernements, oui, ils essaient de nous donner tout ce qu'on pourrait souhaiter. Bon, pas sûr que ça va être possible dans le futur. On nous parle d'austérité. Alors moi, dans ce temps-là, j'aime autant dire, ben, on a notre force, on continue et
on essaie de préparer. Alors, j'ai une belle petite phrase pour vous. Moi, je suis allée à un moment donné voir le monument des pilotes du Saint-Laurent. En tout cas, c'est dans Port-Neuf. Il y a un monument qui dit ceci. Naviguer, c'est prévoir. Mais moi, là, j'essaie de parler avec les personnes qui me côtoient, de dire naviguer, c'est prêt. Je mets un petit trait d'union, voir. Il faut savoir voir d'avance, peut-être 5 ans, 10 ans avant de s'en aller, comme il y en a plusieurs qui décrivent les CHSLD. Moi, au contraire, ma mère y est allée, a eu une belle fin. Alors, il faut être capable d'être des acteurs dans notre futur. Voilà. Merci, Réjeanne. Vous avez toutes les deux, Isabelle et Réjeanne, dit nous, les baby boomers. Je sais que Dolores s'est beaucoup intéressée à la participation sociale chez les baby boomers, mais avant de nous en parler, c'est qui les baby boomers, peut-être? C'est une bonne question, Eric. Je voudrais savoir aussi, non, mais je voudrais, avant de donner la définition, parler de qu'est-ce que c'est une génération, non? Parce que pour nous, une génération, c'est un groupe d'âge qui se compose de membres d'un corps qui ont des attitudes, des visions du monde et des croyances similaires, mais qui ne sont pas uniformes. Donc, comme Réjean a dit, dans la diversité intragénérationnelle. Donc, selon les critères démographiques, parce que si c'est dans les critères sociologiques, c'est un autre, les baby boomers sont les personnes nées entre 1946 et 1965. Donc, c'est les personnes entre 59 et 78 ans. Je sais que maintenant, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui disent « Hey, moi, je suis baby boom. » Et je ne sais pas. Ben oui. Donc, en 2021, au Québec, les baby boomers représentent les 26,2% de la population au Québec. Et ces générations ont vécu des événements liés à l'amélioration sociaux, comme les systèmes de sécurité et stabilité des repères, la société de consommation, tous les mouvements de la reçue associative, les cadres sociaux communautaires, les mouvements féministes, souverainistes, collectivistes. Comme Réjean a dit, on allait à la rue, non? On a fait ça. Mais je voudrais souligner que ces générations, c'est très, très diversifié. Mais ici, également quelques aspects communs, comme l'idée d'amélioration des conditions de santé, des modes de vie actifs, et pour certains groupes, une augmentation des revenus et de l'éducation, une réinvention de la retraite. Et je voudrais dire que c'est plus une continuité avec la génération précédente. Ne pensez pas en termes de changement drastique d'une génération à une autre, et l'importance de la reconnaissance qu'il peut continuer à contribuer à la société et aussi en même temps grandir en tant qu'individu. Donc, je ne sais pas si, Eric, si tu veux que je réponde directement à la question pour les baby boomers qui favorisent la participation. Je vais y aller. Donc, dès les interviews, mais excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Super. Dans les interviews menées après des 500 baby boomers au Québec, on a révélé qui favorise la participation, c'est la flexibilité à la participation. C'est un niveau d'engagement élevé, la liberté de gestion du temps. L'autre côté, la reconnaissance sociale, se sentir respecté et requis, comme j'ai dit avant. La proximité physique, activité proche du domicile, mais aussi le baby boomer parle d'un bon plan d'urbanisme, d'un transport accessible, d'un environnement accueillant. Et l'idée qu'Isabelle a parlé, Jean, d'aider les autres, l'impact sur la société, quelques activités qui c'est pour les biens, pour les futurs de la communauté. Et aussi décider librement en fonction de ses valeurs et intérêts personnels. Un bon revenu, une bonne santé, mais aussi, parmi les baby boomers, on écoutait l'importance de l'adaptation à la nouvelle situation. C'est concentrer sur ce que la personne encore peut faire. Et pour une offre à travers des activités, c'est très important. Et finalement, on doit prendre en compte de la spécificité des groupes minoritaires. Par exemple, l'expérience de personnes nées avec une langue différente ou de l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.
Si vous voulez savoir un peu plus de le facilitateur obstacle de cette étude, je pense que les collègues vont partager dans le carré d'âge une petite figure avec les résumés de ça. Donc, si j'essaie de résumer un peu, il ressort beaucoup la liberté d'abord, l'accessibilité sur lequel tu as incité, le sentiment d'être utile, et puis, je vais dire, l'accueil ou l'ouverture peut-être à la différence dans cette génération-là, mais aussi, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas si différent aussi que les autres générations. Émilie, je me tourne vers toi par rapport à ces questions-là de freins ou ce qui facilite la participation sociale des aînés. Peut-être as-tu autre chose à signaler? Merci, Éric. Merci à toutes là, pour les contributions. En fait, je reviens peut-être à la définition que j'ai donnée au début de notre rendez-vous aujourd'hui de la participation sociale comme étant le résultat d'une interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Donc, dans ce contexte de définition-là, la participation sociale des personnes aînées n'est pas différente de la participation sociale des personnes des autres groupes d'âge. Pour moi, ça résout là, un questionnement là, substantif là, essentiel, c'est-à-dire de ne pas séparer les personnes de plus de 60 ou 65 ans ou 70 ans des autres groupes dans la population. Mais quand on vieillit, bien, il y a des éléments dans nos facteurs personnels, nos préférences, nos conditions de santé ou encore dans les facteurs environnementaux qui vont influencer la participation sociale, la possibilité de jouer les rôles sociaux de son choix. Tout à l'heure, Isabelle et Réjeanne ont mentionné plusieurs des facteurs environnementaux très importants, notamment les représentations âgistes dans notre société qui sont très opérantes, qui sont très actives, très efficaces pour faire sentir à plusieurs personnes qu'elles ne sont pas les bienvenues, qu'elles dérangent, que leurs, par exemple, besoins sur le plan des accommodements en lien avec des incapacités qui surviennent ou avec lesquelles on a toujours vécu, etc., bien, ça fait en sorte de les mettre à la marge, de les laisser à la marge de certaines occasions de participation sociale. Dolores a aussi mentionné d'autres éléments, d'autres facteurs environnementaux. Donc, l'accueil qui peut être réservé à des personnes qui ne maîtrisent pas la langue majoritaire ou encore des personnes dont l'orientation de genre ou sexuelle peut paraître difficile à intégrer dans un milieu. Donc, je pense que c'est important de considérer ces éléments-là qui vont influencer l'accès à des espaces, à des pratiques participatives qui sont choisies. Puis, bon, dans le cadre de mes travaux, là, on utilise un outil qui s'appelle l'outil de l'accès inclusif à la participation sociale, qui va nous amener à nous questionner justement sur les conditions de la participation sociale. Donc, est-ce que les milieux de participation, les milieux où jouer des rôles sont disponibles pour les personnes? Est-ce qu'ils sont accessibles? Non pas seulement sur le plan physique, donc d'avoir un milieu où il n'y a pas d'obstacle à l'accès, je dirais, tangible, mais aussi l'accès socio-économique et culturel. Est-ce que ces milieux-là sont acceptables? Est-ce qu'ils sont souhaitables, souhaités par les personnes? Est-ce qu'ils sont abordables sur le plan notamment économique? Et est-ce qu'ils sont utilisables? Donc, est-ce qu'on est bien accueilli? Est-ce qu'on est reconnu? Est-ce qu'on peut y jouer le rôle de son choix? Donc, c'est des éléments qui nous amènent à, encore là, problématiser l'accès au milieu de participation sociale de manière à en favoriser l'accès pour le plus grand nombre des personnes aînées en tenant compte de la diversité. Donc, ça, c'est un dernier point peut-être que je voudrais amener par rapport à ce sujet-là des freins des facilitateurs à la participation sociale. L'importance d'éviter les discours homogénéisants sur la génération des personnes baby-boomers. On dit souvent les aînés d'aujourd'hui sont plus riches, plus en santé, plus scolarisés que les générations précédentes.
Statistiquement, peut-être, mais ce qu'on observe surtout sur le plan statistique, c'est une diversification des modes de vie, des différentes identités auxquelles on se rattache, des trajectoires de vie, notamment en lien avec l'immigration, avec la transformation des familles, les reconfigurations familiales, etc. Donc, c'est important quand on pense aux freins et aux facilitateurs de prendre en considération cet élément-là. Merci, Émilie. Ce que je retiens de vos propos depuis le début, il y a la question, on voit comment la participation sociale peut être très bénéfique à la fois pour les personnes qui s'engagent, mais aussi pour la collectivité, mais avec toujours faire attention, en fait, ce que je retiens de vos propos, c'est que ça doit demeurer un engagement libre et faire attention à la pression à la participation, au caractère très prescriptif, voilà, je suis arrivé à le dire, ou obligatoire de la participation. Je retiens aussi la question de la diversité des formes de participation, ce qui fait que pour les gens qui répondent en fait à la diversité des conditions, des expériences, des compétences des gens, les gens peuvent trouver, il faut savoir trouver, autrement dit, l'endroit où on peut être utile, être compétent, avoir quelque chose, une contribution à faire. Et il y en a, étant donné la diversité des formes de participation. Est-ce que, avant de donner la parole à notre auditoire pour les questions, est-ce qu'il y a autre chose que l'une d'entre vous, les quatre, aimerait ajouter sur la participation sociale des aînés? Moi, je voudrais juste que Dolores et Émilie continuent leur recherche sur ce concept-là. Je trouve déjà que c'est tellement enrichissant et tellement toute la question, entre autres, de la diversification, parce que des fois, on voit comme un bloc monolithique, alors que c'est pas ça. Aucune génération est un bloc monolithique. Alors, je vous encourage vraiment, Maria et Émilie, de nous nourrir comme société dans vos recherches. Jeanne? Oui, moi, j'avais juste un petit mot à dire. C'est que je fais quand même aussi un groupe qui s'appelle des Toastmasters. C'est pour prendre la parole en public. J'ai un groupe avec les dames de la YWCA. Et je constate qu'il y a beaucoup d'immigrants dans notre groupe. Et l'intergénérationnel est une valeur des Africaines, les gens qui viennent aussi d'Amérique du Sud, puis tout ça. Ils ont tatoué sur le cœur l'intergénérationnel. Ici, au Québec, on l'a un petit peu moins. En tout cas, c'est ça que je constate. Alors, peut-être qu'il va falloir développer des avenues qui vont faire que, moi, pas pour que les jeunes, en fait, nous prennent en charge là, comme un petit peu le rêve, là, que, je veux dire, jusqu'à ce qu'on ait fini de vivre, nos enfants vont toujours être là. C'est pas ça la question. C'est que développer des formes d'intergénérationnel parce que je sens que, je veux dire, il y a quand même des avancées qui ont été faites par des personnes qui sont maintenant à la retraite, puis peut-être ça pourrait se transmettre. Mais c'est pas toujours facile, c'est parce que les voies sont pas encore bâties pour faire ces échanges-là. Alors, peut-être qu'il y a un travail maintenant de réfléchir. Pas dire les jeunes sont, moi ça me fait sourire, les jeunes sont contre nous parce que des fois on a tendance à dire il y a beaucoup de choses qu'ils savent différemment, mais il y a quand même des voies de passage qu'on devrait favoriser et faciliter. En tout cas, là, ça c'est pour dans quelques années, mais pour tout de suite aussi, se favoriser les uns et les autres un meilleur vécu et non pas dans l'opposition, mais bien dans la collaboration. C'est ça. Merci. Émilie, tu voulais dire? Oui, bien, je voulais partager une réflexion là, qui me vient là, à la lumière de nos échanges, en lien aussi avec les projets de recherche que j'ai la chance de mener, ceux des étudiantes que j'accompagne aussi. Donc, dans le cadre de mes travaux récemment, j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux expériences de vieillissement, de participation sociale de personnes aînées de différents groupes, notamment les personnes aînées LGBTQ+, des personnes aînées autochtones, immigrantes qui ont des incapacités. Une étudiante avec laquelle je travaille, Frédéric Rivet, s'intéresse aux trajectoires des femmes aînées en situation d'itinérance. Puis pour ces personnes-là, souvent le thème de la participation sociale, en fait, il prend d'autres couleurs pour différentes raisons. Donc, être en situation, par exemple, de survie quotidienne parce qu'on est en situation de grande pauvreté, qu'on n'a pas de domicile fixe, être en situation là, de marginalisation linguistique là, presque
total parce qu'on arrive d'un autre pays, puis qu'on est loin du français, puis qu'on a peu d'occasions de francisation. Et on voit en ce moment le drame qui est en train de jouer par rapport au non-accès aux services de francisation des personnes issues de l'immigration au Québec. Donc, souvent, le terme de participation sociale s'applique moins bien, puis de plus en plus, je choisis celui de résistance, hein, ou même de survie de plusieurs personnes dans différents groupes de personnes aînées qui, au quotidien, ont peu l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire? Quels seraient les rôles que je choisirais socialement, hein, qui vivent des contraintes assez importantes, des inégalités sociales très... comment dire, très profondes qui font en sorte que leurs choix là, sont extrêmement limités. Donc, je trouvais important de terminer avec ce petit mot-là. On a mentionné là, le terme solidarité dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui. Puis, je trouve important de le ramener pour qu'on fasse une place là, dans nos discours, dans nos préoccupations au sujet de la participation sociale à ces personnes-là qui sont bien souvent là, invisibilisées. L'accès à la participation sociale n'est pas également réparti. Oui, merci, Émilie. Dolores? Oui, je vais finir avec une chose très, très courte. Parce que je me rappelle maintenant d'une conversation que j'ai avec une collègue au Chili qui on parle de les droits à la participation, les droits individuels à participer, mais de la responsabilité collective à donner toute la position pour choisir et l'accès. Donc, j'aime beaucoup ce concept de les droits individuels et la responsabilité collective. Je pense maintenant desde la citoyenneté, comme Isabelle, Laure-Jean, et desde la recherche, comme Émilie et moi, nous avons une responsabilité pour favoriser la participation pour la personne qui décide participer. Donc, c'est ça. C'est quelque chose de cool. Merci beaucoup. Pour pouvoir participer encore, faut-il être accueilli, avoir la capacité, et puis être accueilli par le groupe, par la communauté. Merci, Dolores. Je vais passer la parole à notre modérateur, Atem, pour la transition vers la période de questions. Atem, à toi la parole.